Ah, alors, Salam. bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler des réalités de l'immigration face aux traditions africaines. Et jusqu'où peut aller le soutien financier de la diaspora? Car vous savez, beaucoup de familles africaines, ils comptent sur leurs proches de la diaspora pour envoyer de l'argent. Mais est-ce toujours possible? Oui, entre tradition, attente familiale et réalité de la vie en Occident, la question se pose, jusqu'où un immigré peut-il répondre aux attentes? Est-ce un devoir moral, culturel ou une pression parfois insoutenable? Alors, Dans beaucoup de familles, c'est comme qui dirait automatique. Alors, nous qui avons vécu dans la diaspora depuis plusieurs années maintenant, euh, on connaît les contextes de la diaspora. On sait comment nos compatriotes, nos amis, ceux qui viennent de l'Afrique, nous savons déjà comment ils vivent ici. Car nous y sommes, nous l'avons vécu. Et nous avons vu certains de nos proches vivre la même chose. Alors, dans beaucoup de familles, c'est comme qui dirait automatique. Si tu vis au niveau de la diaspora, que ce soit en Occident, en Amérique, ils considèrent que, voilà, mon fils est déjà riche, alors il doit pouvoir subvenir aux besoins de la famille, que ce soit pour ses frères et sœurs, ses tantes, cousines, amis familiales et tout. Il doit être en mesure de subvenir à leurs besoins. est-ce que tu as même remarqué que quand tu descends juste de l'avion, tu viens en vacances, que ce soit même pas au fait les États-Unis, la France, ou que les gens pensent que faut pour pouvoir les aider. Dès que tu descends de l'avion en vacances, au fait, les gens s'y pensent que, au fait, tu as réussi. Est-ce que tu as remarqué ça? Certainement. Parce qu'ils se disent que peut-être que du moment où tu as le prix du billet de l'avion, donc tu es déjà riche, on peut compter sur toi. Comment ils appellent ça d'ailleurs chez nous? What you do best, babe. What you best. What you do best. Yeah. Ou bien Cowman. Ouais. Je me rappelle bien parce que bon, ça fait longtemps que je suis hors de mon pays, c'est-à-dire le Sénégal. Bon, je suis sénégalo-malienne déjà. Et ça m'est arrivé de vivre déjà au Maroc. Et je me rappelle d'un de mes potes qui était parti au fait en vacances au Sénégal. À son retour, mon ami a astanché. Moi, je comprends pas au fait parce que dès qu'il est descendu de l'avion, les gens sont commencé à dire ah Léona, Andina Khalis, tout. Genre il se faisait limite draguer quoi. C'est un homme, hein. Normalement c'est les hommes qui draguent les femmes. Bon, de nos jours, bon, c'est pas une unanimité, certes, mais lui, il dit qu'il s'est fait carrément draguer parce que ils se sont dit, il a quitté un autre pays pour venir dans son pays d'origine, mais il est venu en avion. Donc pour eux, c'est signe de réussite. Or que c'est pas forcément signe de réussite. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau nos parents, nos frères et nos sœurs en Afrique réfléchissent. Et aussi, il faut savoir que la réalité, elle est un peu tout autre. Parce que aussi, de la même manière, il y a des besoins en Afrique. De cette même manière, il faut se préparer à ce que les besoins soient doublés. Oh my God. Il y a une abeille africaine qui n'aime pas ce que je suis en train de développer là. Wow. Qui l'a envoyé chez moi? Bon, bref. Il faut savoir que déjà pour l'installation, le coût du loyer, sans compter si vous avez des enfants, la scolarité des enfants, les taxes, tout est cher. Et il n'y a pas de négociation comme il y en a chez nous. Parce que je peux dire que dans notre société, nos taxes ne se sentent même pas. Mais ici ou ailleurs, que ce soit en Occident ou en Amérique, on te dit, tu achètes quelque chose à 1 franc, mais au moment de payer, tu payes 1,2 francs. Comme pour dire que la taxe vient s'ajouter. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Ouais.
Et j'avoue, c'est vrai que la location ici, elle est hyper chère. Au fait, dites-vous que quand quelqu'un a une location au Sénégal ou des charges au Sénégal, quand vous payez pour un, ici, nous, à l'extérieur, on paye pour 6 ou 7, ou même parfois plus, pour 10 même, pour ne pas, même pas exagérer au fait. Donc, on paye beaucoup plus, sans compter les taxes au fait que tu payes. En plus de ça, il y a la bouffe qui vient, et les gens ont tendance à dire comme quoi que actuellement la nourriture elle est chère en Afrique et tout. C'est cher partout. Même ici, ça augmente comme pas possible. Moi, je me rappelle quand je venais à peine d'arriver, pourtant j'ai pas duré ici, mais le prix des œufs a triplé, par exemple. Juste pour vous donner un exemple. Le prix des œufs a triplé. Donc, je ne vous parle pas du reste de tout ce qui est alimentation ici. Donc, tout coûte très, très cher. C'est c'est une vidéo cri de cœur, mais surtout pour réveiller la conscience des personnes qui se trouvent au fait chez nous. C'est pas pour arrêter d'aider ou autre, mais pour juste qu'ils sachent les réalités de ce qu'on est en train de vivre ici au fait. Et je vais y rajouter, par exemple, en Afrique, lorsque le prix du pain quitte de 150 francs à 175, vous voyez des gens sortir dans la rue, dire qu'on a ajouté 25 francs. 25 francs du prix du pain, la vie est chère et tout ça. Alors qu'ici, ceux qui coûtaient 98 centimes sont à 2 dollars et quelques. Donc, c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et tu ne vois personne manifester dans la rue. Parce que leur gouvernement leur fait voir la réalité des choses sur le côté économique. Et eux, ils comprennent parce qu'ils s'imprègnent. Mais ce que j'ai aimé pour la nouvelle jeunesse africaine, c'est qu'eux aussi, ils s'informent, ils s'imprègnent. Ce n'est pas comme l'ancien temps, vous m'excuserez, où ils ne s'informent pas. Ils se fient juste à ce que le chef de quartier ou monsieur le maire leur pose comme excuse. Je rajouterais également que l'information, en fait, elle a développé au fil du temps puisqu'il y a les réseaux sociaux. On peut s'informer. Quand quelqu'un n'est pas informé, c'est parce que tu n'as pas envie de t'informer. Sinon, on a tous les outils nécessaires. Je peux comprendre que la vieille école, ils n'ont plus cette capacité, ou ils n'ont pas cette capacité. Donc, c'est nous qui avons cette capacité. Donc, la jeunesse doit se lever pour ça. Nous, aujourd'hui, ou disons pas dire nous, quand je dis nous, je parle des immigrés. Donc, comme on fait partie, donc je ne vais pas me mettre à l'écart. Les immigrés, quand ils viennent à l'extérieur et tout, je pense que le but, c'est pour pouvoir réaliser quelque chose dans leur pays, pour pouvoir avoir une meilleure vie. Peut-être qu'ils ont laissé des parents qui sont dans des difficultés et tout. Donc, pour pouvoir construire une meilleure vie ici, il faut le soutien de la famille à l'extérieur. Tu ne peux pas bâtir quelque chose de bien tant que les autres que tu as laissés derrière toi ne comprennent pas la situation dans laquelle tu vis. Et voilà en fait les contextes et par rapport aux réalités auxquelles est exposé les gens de la diaspora. Et maintenant, ce que cela induit du fait qu'ils sont dans un dilemme. Et ce dilemme est qu'ils ont une pression. Car ils sont hors de leur pays, alors ils sont dans l'obligation d'aider. Et certains, ils se sacrifient, ils réduisent leur confort carrément à zéro, juste pour envoyer régulièrement. Et parfois, tu peux voir des personnes qui travaillent parce que la plupart du temps, ils sont payés par heure, contrairement au système français. Tu vas voir des gens qui vont sacrifier, travailler 14 heures par jour, parfois 20 heures par jour. Leur appartement qu'ils louent ou bien leur chambre n'est qu'un dortoir. La plupart du temps, ils sont au boulot, boulot, boulot. Par exemple, en Europe, on peut dire boulot, dodo. Mais de l'autre côté, on ne va pas dire boulot, dodo, on va dire boulot, boulot, boulot. Et le dodo, c'est juste parfois, certains dorment 3 heures de temps ou 4 heures de temps par jour. Et tu laisses ta peau, hein. Tu laisses ta peau.
Tu laisses ta peau des fois parce qu'il y en a, ils vont travailler 7 jours sur 7 sans repos. Vous savez qu'on est des êtres humains. On a forcément, notre corps a besoin de repos. Donc, pour dire entre guillemets que certains, voilà. Donc, comme il l'a si bien dit, c'est des dilemmes et également c'est des sacrifices parce que personne ne veut rester dans le pays d'autrui. Chacun veut pouvoir rentrer chez soi un jour tôt ou tard. Mais tant que on est obligé de revenir, de faire en fait un pas et on nous appelle pour que la personne puisse faire 2 pas en arrière. Tu fais un pas après, on t'appelle pour que tu fasses 2 pas en arrière. C'est pas général, hein. J'ai pas dit que c'est toutes les familles, mais en généralité, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ici, ils veulent construire dans leur pays pour pouvoir rentrer. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu des cas dont des personnes envoient de l'argent dans leur pays pour qu'ils puissent avoir une maison qu'on leur construit, pour pouvoir retourner à leur source et pour pouvoir ouvrir peut-être un commerce ou bien un business, pour pouvoir retourner chez eux, parce que la vie à l'extérieur, elle est très difficile. Tu n'as pas envie d'y rester définitivement. Personne ne veut rester ici définitivement. Mais ton argent que tu envoies au pays et tout, est-ce qu'il est réellement utilisé comme toi tu voudrais qu'on l'utilise, c'est-à-dire le mettre dans la maison que tu voudrais construire pour pouvoir préparer ton retour? La majeure partie du temps, la personne à qui tu confies ça te le fait à l'envers. Donc, ce qui fait que ça devient une grosse perte d'argent. Tu t'es sacrifié ici, malgré les dépenses, la difficulté du travail, parce que ici, beaucoup de gens qui viennent de nos pays africains sont beaucoup plus manuels au fait. Genre, c'est des travails manuels, donc c'est très difficile. Et en plus de ça, c'est des heures très longues. On se réveille très tôt. Ouais. Parfois, il y en a qui rentrent tard. Le temps que tu rentres chez toi, tu es tellement fatigué. Genre, tu n'as pas de vie de famille. Donc, on sacrifie beaucoup de choses, au fait. Et sur ce contexte, combien de fois on a entendu des histoires du gars qui envoie de l'argent à sa famille et que sa maman a dépensé son argent dans des cérémonies juste pour se jouer la grande dame. Son fils se sacrifie pendant des années de travail. Il revient chez lui et il trouve que sa maman a dilapidé tout, c'est bien. Je crois que beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas un de nos proches qui l'a vécu, il y a un de nos proches qui nous a raconté l'histoire d'une personne qui a vécu ça. Moi, personnellement, j'ai une de mes proches qui m'a expliqué l'histoire de notre connaissance en commun qu'on avait, dont le papa, il s'est sacrifié pour la famille pour aller à l'extérieur pendant des années, a envoyé de l'argent pour pouvoir refaire la vie de sa famille en meilleur. Et malheureusement, la maman, elle prenait ça et elle dilapidait ça. Donc, la maison n'a jamais été construite. Toutes les années de sacrifices qu'il a fait. Et Dieu seul sait quel genre de sacrifices on fait en étant à l'extérieur. Déjà, il y a le barrage linguistique. Moi, quand je venais à peine d'arriver ici, j'ai vraiment eu du mal à m'adapter. Beaucoup. Puisque je ne parle pas couramment l'anglais. Donc, déjà, ça, c'est un stress qui s'impose à toi. Tu vas rencontrer des gens qui ne t'aiment pas forcément, mais tu dois rester là où tu es pour travailler. Puisque si tu ne travailles pas ici, par exemple, là, nous, on se trouve, si tu ne travailles pas, tu es dans un gros piège. Parce que tu ne travailles pas, je donne un exemple tout simple, tu n'as pas d'assurance. Donc, ce qui fait que les frais d'hôpitaux, ce n'est pas à la portée d'une personne lambda ici. Donc, ici, soit tu es pauvre et que c'est le gouvernement qui t'aide, mais ce n'est pas les meilleurs des soins. Soit tu es super riche, tu as tous les soins du monde qu'on va t'accorder parce que tu as l'argent et ça, c'est partout apparemment. Ou bien tu es dans la moyenne classe que tu essaies de t'en sortir, mais pour pouvoir avoir une bonne couverture médicale, il faut débourser de l'argent. Et ce qui fait également que tu es obligé de te sacrifier pour pouvoir avoir une bonne assurance pour que au lendemain, je ne souhaite pas que tu aies une blessure un peu grave ou bien que tu tombes malade, tu as besoin d'hospitalisation et autres, que la facture ne soit pas trop salée. Et je vais y ajouter, par exemple, si votre enfant ou bien quelqu'un de membre de votre famille
à voyager. C'est pour refaire sa vie. Ce n'est pas en quelque sorte pour vous entretenir. Parce que lui, il a des problèmes, mais il ne va pas oser les crier. Parce qu'il va se dire que vous n'allez pas lui aider. Mais au contraire, celui qui a des problèmes, celui qui souffre, celui qui travaille dur, qui passe des nuits entières à travailler, des journées entières à travailler, c'est celui-là qui doit aider. Donc, cette manière de penser, heureusement que cette nouvelle génération qui se réveille maintenant a compris que ce n'est pas toujours l'Eldorado. S'il vous envoie, tant mieux. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Il n'ose pas dire « je ne peux pas », donc il va se sacrifier pour le faire. Mais au prix de quoi? En tout cas, c'est un risque de rester. Chaque jour est un risque au fait quand tu es dans le pays des Blancs. Si je peux dire ça comme ça. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous les mêmes, non. Mais chaque jour est un nouveau danger au fait à traverser et tout. Moi, je pense que plutôt ce qui serait bien, déjà, c'est peut-être au lieu de donner à quelqu'un chaque jour à manger, à lui donner du poisson. Je crois que c'est ça l'expression. Apprends-lui plutôt à pêcher. Je ne trouve pas mauvais d'investir dans un business ou autre pour un membre de la famille, pour que la personne puisse lui-même s'aider. Ou bien avoir un business au pays pour pouvoir aider les charges familiales qu'on t'impose. Parce qu'il y a des charges, on ne peut malheureusement pas s'en défaire. Mais par exemple, les histoires de mariage, des événements, des anniversaires, ou bien comme quoi que des mains, comment ils appellent ça, des mains d'aller, ces trucs-là, je trouve que c'est inutile au fait. C'est des charges supplémentaires pour quelqu'un qui est à l'extérieur dont tu ne sais pas quelles dépenses lui-même il a au fait. Donc, tu le fais pas avancer, tu le fais juste reculer. Et en plus, je dirais que même pour, par exemple, avoir une personne de confiance sur qui tu peux investir pour un business dans ton pays, c'est un peu difficile. Car beaucoup de cas sont là. Vous leur dites, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quelle niche vous voulez évoluer? Certains vont te dire, bon voilà, il faut envoyer des véhicules. On va les vendre ici, c'est un marché vraiment grand, ouvert, et puis on peut se faire beaucoup d'argent. Tu envoies. Un véhicule, 2, et les gars commencent à se faire la belle vie avec les véhicules dans les rues de Dakar ou peu importe la ville. Il a oublié le business. Et chaque jour que tu l'appelles, alors, il en est où? Est-ce que tu as vendu? Oh, ces jours, ces temps-ci, vous savez, c'est un peu difficile, le pays, il n'y a pas d'argent. Et puis c'est lui qui te disait, envoie. Le marché est là. Mais en fait, tu t'es fait exploiter. Ouais, c'est vrai que si tu veux faire un business en Afrique et tout, il faut bien sûr avoir les personnes de confiance en qui tu peux réellement le faire. Sinon, comme solution alternative, c'est aider une personne, pas forcément que ce soit ton business à toi, mais aider quelqu'un de la famille qui pourra bien sûr prendre en charge, au fait, les dépenses de la famille, genre, ou bien ses propres dépenses à lui-même, genre, t'as un cousin, une cousine, un frère, une sœur, surtout un frère et une sœur, hein, parce que les cousins, cousines, il y en a qui sont bien gentils, mais il y en a personnellement, c'est pas pour ton... Enfin bref, genre quelqu'un de la famille, au lieu qu'on t'appelle tout le temps pour te dire donne-moi 50 000, donne-moi 30 000, donne-moi 40 000, demande-lui qu'est-ce qui rapporte déjà en Afrique et tout, quel business marche bien. Tu lui fais un premier départ et par la suite lui-même, il va s'aider par rapport à ça pour t'éviter à ce qu'on t'appelle tout le temps et qu'on te demande tout le temps de l'argent. Parce que quand tu donnes tout le temps de l'argent, tu n'aides pas la personne, tu ne t'aides pas toi-même parce que ça ne va pas faire que la personne va devenir riche du jour au lendemain. Et toi, tu seras obligé de maintenir leur train-train de vie et t'appauvrir toi-même par ici. Donc, trouvons des solutions alternatives pour rendre notre vie un peu plus facile ici et vous aussi
quand quelqu'un vous aide pour que vous puissiez avoir une meilleure vie, savoir que la personne là a travaillé des heures pour pouvoir rassembler cet argent pour te l'envoyer. Et c'est des heures qui sont, pour moi, comptabilisées comme 3 semaines ou 3 semaines de travail, ou je ne sais pas, au Sénégal ou en Afrique ou n'importe où, parce que le niveau de travail n'est pas la même. Les attentes ici et les attentes en Afrique, c'est pas la même. Et on a des engagements à tenir. Malheureusement, tu ne peux pas faire autrement. Et comme je dirais, ils ont trop de fêtes au pays, trop de vacances. Et parfois, tu vois les fêtes qu'ils obligent les gouvernements à nationaliser ces fêtes, à donner des jours fériés, rien que pour un événement. Et le paradoxe est que vous voulez devenir comme Qatar, ou Dubaï, ou Washington, alors qu'ils n'ont pas ces fêtes-là que vous avez. Donc, franchement, on doit se remettre en question. Ouais. Des semaines de fériés, fait rien, zéro productivité. Et vous voulez être au niveau des gens qui, même durant leur jour de fête, ils travaillent. Après le boulot, c'est là qu'ils vont organiser des dîners en famille et autres soirées en famille. Et même au lendemain de ces fêtes, ils partent au boulot. Mais en Afrique, au lendemain ou 3 jours après la fête, non, c'est repos. Même une semaine. Donc, vous n'allez jamais accéder au niveau de ces pays-là tant que nous ne changeons pas nos mentalités, notre façon de faire, et tant qu'on ne diminue pas ces fêtes. On n'en a pas besoin. Parfois, ce sont des fêtes même qui bouffent notre économie. Franchement, on doit se revoir. Alors, moi, pour des conseils que je donnerais à la diaspora, ce serait, il faut savoir dire non. Sans couper les liens familiaux et autres, mais leur faire comprendre que je ne peux pas. Au lieu d'aller se sacrifier, parce qu'il y avait eu même un gars qui l'a fait, et le jour où il a voulu prendre des vacances, il a rendu l'âme. Parce qu'il avait trop travaillé, 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant des années. Mais le jour où il a décidé de prendre des vacances, son corps n'y pouvait plus, son corps a lâché. Et c'est comme ça qu'il a été paqueté et envoyé au pays, dans sa famille. En tout cas, ce qui concerne ma personne, j'ai appris à dire non depuis longtemps, même avant d'être ici aux États-Unis. C'est qu'auparavant, j'ai eu à vivre à l'extérieur, j'ai eu à vivre chez moi, bien sûr, et j'ai eu à en voir des vertes et des moins mûres. Genre, tu te sacrifies pour une personne parce que la personne a un besoin et tout. J'étais ce genre de personne. Et je pense que beaucoup de gens vont se voir en moi. Me sacrifier pour une personne qui avait un besoin en me disant que peut-être que son besoin est plus important que le mien actuellement et tout. Parce que quelqu'un qui vient pleurer auprès de toi, c'est que Amnaya Karsio, la personne compte sur toi. Se dit que peut-être que tu es son unique solution. Donc, j'avais tendance à me sacrifier pour donner, mais jamais je ne recevais un retour. Jamais. Donc, j'ai vraiment appris à dire non parce que moi aussi, je veux avancer. Pendant que moi, je veux te dire oui, je te donne. Toi, tu le mets dans tes besoins et tout. Moi, de mon côté, mon besoin, il est en attente. Pendant combien de temps? Et il y a combien de personnes qui vont venir encore avoir des besoins dont tu dois aider? Donc, toi, tes rêves, tu vas jamais les réaliser. Genre, un jour, on est tous amenés, on ne vit pas ici. La terre de queue, on partira tous un jour. Il y en a une de famille. Mais peut-être que tu ne pourras pas réaliser tes rêves parce que tout simplement, on t'en a empêché 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, de ce côté, j'ai appris à dire non. Moi, de mon côté, ce que je peux vraiment conseiller, cherchez vous aussi à évoluer. Et l'évolution, ça ne veut pas dire de ne pas demander de coup de main, mais demander un coup de main pour pouvoir réaliser un truc concret et qui va bien sûr perdurer. Mais pas pour venir tout le temps vers la personne et puis lui demander. À la fin, la personne, même s'il a envie de te donner, il ne va pas te donner.
Mais essayez de réaliser des choses, vous aussi, dans le pays, même s'il faut un soutien. Mais un soutien, une fois, c'est bon. Après, t'es bien. Tu te bats, tu montres à la personne comme quoi que tu m'as donné. Il y a plein de gens qui ont commencé comme ça et dont les médias parlent de leur nom aujourd'hui. Ils ont eu un coup de main familial, mais aujourd'hui, la personne même qui les a aidés, ils ont évolué plus que cette personne-là. Donc, ayez cette mentalité-là, ça va vous aider et ça va également aider les gens de l'extérieur. Hein? Et je vous dis que la diaspora, ils n'ont pas le cœur dur. Seulement, ils font face à une réalité qui est autre que la réalité de chez nous. Si chacun de ces personnes qui demandaient de l'argent ou des choses favorables pour, par exemple, établir un projet, dire, hey, mon grand, j'avais besoin de toi. J'ai fait un business plan, j'ai un projet employé, j'ai un projet en menuiserie. Je voudrais m'acheter telle machine et commencer à faire tel. J'ai vu un lieu où je pourrais m'installer et tout ça. J'aurais besoin de temps en financement ou bien tout ce que tu pourras m'aider avec. Ça encourage parce qu'on se dira, il vous a demandé une fois. Et ce qu'il va rapporter de ce projet est qu'il sera dans l'indépendance totale. Et le jour où vous viendrez en vacances, il vous dira, voici ce que j'ai établi avec les sous que vous m'avez envoyés. Voici ce que j'ai fait et voici ce que ça m'a rapporté. Plutôt que de dire, ah, j'ai besoin de 50 000 là parce que j'ai une cérémonie. J'ai besoin de 100 000 là parce qu'il y a la fête qui approche. Calculez combien de fois vous avez dépensé pour ces cérémonies, ces fêtes, 365 jours, presque les 200 jours, c'est pour des fêtes et cérémonies, événements. Et pour juste appuyer sur ce que est en train de dire, si vous regardez les statistiques, vous verrez qu'actuellement, la diaspora elle est à des centaines de milliards de dollars envoyés chaque an au pays. Mais pour en faire quoi exactement? Moi, personnellement, je ne me rappelle pas quelqu'un qui m'a appelé, que ça m'est trouvé ici ou chez moi, au Sénégal, pour me dire Aston, viens, j'ai un business que je veux faire, je suis très bien dedans, j'ai des connaissances, j'ai des contacts, mais j'ai pas le financement pour ça. Et viens, on va le faire ensemble. Tu as tel pourcent, j'ai tel pourcent. À qui tu vas dire ça et qui veut se faire de l'argent, qui a ce mindset-là de vouloir évoluer dans sa vie et qui ne va pas étudier ce que tu es en train de dire. La majeure partie du temps, quand on vient te solliciter, franchement, c'est des trucs à 2 balles. Et ne me parlez pas de maladies ou autres. Nous tous, on est malades. Nous ne pouvons pas faire mal. C'est que on vit dans le sotura. Genre, moi, je me lève pas, je ne vais pas raconter mes problèmes à personne. Genre, moi, je vais avoir des problèmes là, je vais me coucher avec mes problèmes, me lever avec mes problèmes. Tu n'oses pas. Mais toi qui ne parles jamais de tes problèmes là, c'est toi qui vis bien. C'est toi qui es bien. Genre, même les riches sont dans les problèmes. Genre, les multimilliardaires ou les milliardaires. Prenez, ça dépend de ce que vous appelez riches. Même eux, ils sont dans les problèmes. Donc, voilà, tout le monde a des problèmes. Donc, ne venez pas me parler de maladie ou de je ne sais quoi. Tout le monde est malade. Parfois, on laisse des examens ou bien certaines choses, ou bien on s'auto-médique, bien vrai que je ne le conseille pas. Hein. On fait de l'automédication parfois parce que tout simplement, tu n'as pas envie d'aller débourser des milliers de dollars à l'hôpital. Parce que tout simplement, tu aspires à faire d'autres grandes choses, en fait. Donc, moi, c'était ça que moi, j'avais à dire, sincèrement. Conscientisez-vous un peu. C'est pas de la méchanceté. Au contraire, c'est pour juste que vous puissiez penser un peu plus à nous. Tu vois, non? Des trucs qui font plaisir. Et ça coûte super cher ici. Ça me ferait super plaisir que je sache que cette personne a pensé à moi une fois. Mais depuis que je suis là, à part ma propre famille, ma mère ou mes sœurs,
ou mes frères, il n'y a personne de mon entourage qui s'est levé. Attends, je vais envoyer du Jumbo à Astan ou bien je vais lui envoyer du ketchup ou je sais quoi. Je mange pas le ketchup. Jamais. Et pourtant, ça me ferait super plaisir. Donc, c'est juste pour que vous pensiez un peu à nous, que nous aussi, on veut rentrer. On veut pas rester définitivement dans le pays des Blancs. C'est pas notre but. Et également, et un mindset beaucoup plus développé, vouloir investir, vouloir évoluer vous-même par vous-même. Et ça sera tout en votre honneur. Et je pense que toute personne sérieuse vient vers quelqu'un qu'il connaît, qui se trouve à l'extérieur et lui propose un projet pour pouvoir s'aider lui-même et que ça va rapporter à la personne se trouvant à l'extérieur. La personne ne dira pas non. Ah, ça c'est sûr. Parce que finalement, on se dit si c'est un équilibre entre la tradition ou la réalité moderne. Ou bien est-ce un déséquilibre? Je ne sais pas. On va poser une question. Laquelle? Et nous la posons aux internautes. Ah, la fameuse question. Selon vous, La diaspora doit-elle continuer à envoyer de l'argent régulièrement ou faut-il penser à un modèle de soutien? On vous laisse répondre en commentaire. ça c'est une question. Et on a hâte de lire vos avis et commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour d'autres discussions. Et ça nous ferait super plaisir s'il y a certaines personnes qui veulent parler d'un vécu qu'il a eu en étant à l'extérieur et tout, de nous l'envoyer sur notre adresse mail. Et ça restera en toute confidentialité, dans l'anonymat, et on viendra pour vous expliquer l'histoire et voir bien sûr si on peut trouver une solution par rapport à ces genres de situations pour d'autres personnes. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Beaucoup. À très bientôt pour un autre épisode de Voix à deux.